Il avait tout donné à ses enfants. L'argent, l'éducation, les relations. Il pensait avoir réussi sa vie. Il ne savait pas que, derrière son dos, ils attendaient sa mort. Alors il a décidé de les tester. Et ce qu'il a découvert l'a brisé. Lyon, quartier de la Tête d'Or. La maison d'Henri était une demeure bourgeoise du siècle dernier, avec des moulures au plafond, un jardin que les voisins enviaient, et une entrée imposante ornée de colonnes. Henri avait 78 ans, des mains marquées par l'âge, et une fatigue qui n'était plus seulement physique. Il avait fondé une entreprise de logistique 30 ans plus tôt. Parti de rien, il avait bâti un empire modeste mais solide. Il s'était retiré il y a 5 ans, confiant les rênes à des hommes de confiance. Ses enfants, Frédéric et Sophie, n'avaient jamais montré d'intérêt pour l'entreprise. Ils avaient préféré les postes bien payés, les voitures de fonction, les dîners mondains. Sa femme, Claire, était morte d'un cancer 10 ans plus tôt. Depuis, la maison était devenue trop grande. Henri n'ouvrait plus le salon, fermait les volets des chambres d'amis. Il vivait entre la cuisine, sa chambre, et le petit bureau où il lisait les journaux. Aïssatou était arrivée il y a 2 ans. 35 ans, originaire du Sénégal, un sourire discret et des mains rapides. Elle l'aidait à se lever, préparait ses repas, faisait le ménage. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle écoutait. Parfois, Henri lui racontait ses souvenirs d'enfance, la ferme, la pauvreté. Aïssatou hochait la tête, disait « Je comprends, monsieur Henri », et remettait les coussins en place. Ses enfants, eux, venaient rarement. Frédéric habitait à Paris, dirigeait une filiale d'une grande banque. Il appelait une fois par semaine, le dimanche, pour prendre des nouvelles. « Alors, papa, tu tiens le coup ?» Sophie vivait à Lyon, mais elle était toujours trop occupée. Directrice marketing dans une boîte de cosmétiques, elle trouvait le temps pour ses amis, pas pour son père. Elle passait à l'improviste, restait 15 minutes, repartait en promettant de revenir. Henri n'était pas dupe. Il voyait leurs regards sur les meubles, sur la table en acajou, sur le tableau de maître accroché au mur. Il devinait leurs pensées. Combien ça vaut? À qui ça reviendra? Un dimanche, Frédéric vint pour déjeuner. Il parlait de ses problèmes de toit, de l'école privée de ses enfants, de l'augmentation des impôts. Puis, comme distrait, « À propos, papa, tu as pensé à faire mettre à jour ton testament ?» Le cœur d'Henri se serra. « Pourquoi ? Je ne suis pas encore mort, que je sache. C'est juste une précaution, papa. On ne sait jamais. » Après le déjeuner, Frédéric inspecta la cave, les combles, les armoires de la salle à manger. Il ne prit rien, mais il notait tout. Sophie, le lendemain, passa déposer des fleurs. Elle embrassa son père sur le front, admira le jardin, commenta la taille des rosiers. Puis elle dit, en s'asseyant sur le canapé. « Tu as combien de comptes bancaires, papa ? » « Pourquoi ? » ?»« Par sécurité. Je pourrais t'aider à les gérer. » Henri ne répondit pas. Elle parla d'autre chose, repartit aussi vite qu'elle était venue. Aïssatou avait tout vu. Elle rangeait la cuisine, le dos tourné, mais elle n'en perdait pas une miette. « Vos enfants sont pressés, monsieur Henri, dit-elle un soir. « Oui. Trop pressés. » Elle ne dit rien de plus. Elle prépara son infusion, le borda dans son fauteuil, et éteignit la lumière. Henri ne dormit pas. Il repensa à sa vie, aux nuits de travail, aux sacrifices, aux études qu'il avait payées, aux voitures qu'il avait offertes. Il s'était ruiné la santé pour donner à ses enfants ce qu'il n'avait jamais eu. Il avait cru en faire des hommes et des femmes bien. Il avait fabriqué des requins. Le lendemain, il prit une décision. « Aïssatou, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. »« Quoi, monsieur Henri ? » ?»« Je veux que tu appelles Frédéric et Sophie. Dis-leur que je suis mort. Dis que tu as trouvé mon corps ce matin. » Aïssatou recula, choquée. « C'est un mensonge. »« Je sais. Mais je veux voir leur réaction. Je dois savoir. » Elle hésita longtemps. Puis elle prit le téléphone. Elle composa le numéro de Frédéric. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Monsieur Frédéric, c'est Aïssatou, la dame qui s'occupe de votre père. » «
Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Votre père, il est décédé cette nuit. Je suis désolée. Comment? Il n'était pas malade. C'est arrivé d'un coup. Le cœur, je crois. Les pompiers sont là. Un silence. Puis. Je serai là dans la soirée. Vous avez ouvert son testament? Non, monsieur. Très bien. Ne touchez à rien. Je m'occupe de tout. Il raccrocha. Aïssatou leva les yeux vers Henri. Il avait tout entendu, grâce au haut-parleur. Son visage était de pierre. Elle appela Sophie. Madame Sophie, c'est Aïssatou. Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Votre père? Il est mort, c'est ça? Oui. Ce matin. Enfin. Je veux dire. Quelle tristesse. Quand aura lieu l'enterrement? Nous ne savons pas encore. Dès que vous avez la date, prévenez-moi. Et surtout, prenez bien soin de la maison. Les affaires de mon père sont précieuses. Elle raccrocha. Henri ferma les yeux. Il resta un long moment silencieux, Aïssatou n'osait pas parler. Vous allez bien, monsieur Henri? Non. Mais je vais faire ce qu'il faut. Il se leva, alla dans son bureau, ferma la porte. 2 jours plus tard, Frédéric arrivait à Lyon. Sa voiture de fonction était garée devant la maison. Il sonna, Aïssatou ouvrit. Les pompiers ont emmené le corps, dit-elle. La maison est fermée. Je veux voir son bureau. L'avocat a les clés. Frédéric fulmina. Il repartit sans saluer. Sophie, elle, se présenta le lendemain avec un expert. Elle voulait faire estimer les meubles, la bibliothèque, la porcelaine. Aïssatou refusa de les laisser entrer. Les clés sont chez le notaire. Vous n'êtes qu'une employée, s'énerva Sophie. Vous n'avez pas à décider. Je fais ce que votre père m'a demandé. Il est mort, vous ne l'avez pas compris? Aïssatou ne répondit pas. Elle referma la porte. Henri était dans sa chambre, derrière la porte entr'ouverte. Il avait vu et entendu. Il pleurait en silence. La semaine suivante, il activa ses réseaux. Il appela d'anciens associés, des membres des conseils d'administration, des directeurs qu'il avait aidés à s'élever. Il ne demanda pas de faveur. Il informa. Des vérités simples. Mon fils Frédéric, que j'avais recommandé auprès de vous, a-t-il des compétences solides? Pas vraiment, répondit l'un. Alors peut-être devriez-vous réévaluer son poste. Ma fille Sophie, que vous connaissez, a-t-elle l'éthique nécessaire à ses responsabilités? Nous avons eu des doutes, souffla un autre. Je n'ai pas de conseils à donner. Je dis simplement que je ne recommanderai plus ces personnes. Il raccrocha, posa le combiné. Il n'avait pas besoin de supplier. Les gens savaient ce qu'il avait fait pour eux. Ils savaient aussi qu'Henri, mort ou vivant, ne se laissait pas oublier. 3 mois passèrent. Frédéric fut convoqué par son directeur général. Nous devons réduire les effectifs. Votre poste est supprimé. Pas un mot sur les performances, sur les années de service. Juste une feuille de licenciement, une poignée de main, et la porte. Sophie reçut un appel le même jour. La direction a décidé de réorganiser le pôle marketing. Votre mission prend fin dans 1 mois. Elle ne comprit pas. Les résultats étaient bons. Sa réputation était intacte. Mais le coup près tomba quand même. Tous deux tentèrent de contacter l'avocat de leur père, sans succès. Il ne répondit pas, ne rappelait pas. La maison était toujours fermée. Aïssatou ne donnait plus signe de vie. Un matin, Frédéric retourna à Lyon. Il se gara devant la grille. Les volets étaient ouverts. Il sonna. Aïssatou lui ouvrit. Vous avez fait quoi de la maison? Rien. Votre père habite toujours ici. Il est mort. Non. Frédéric devint blanc. Vous m'avez menti? C'était le souhait de votre père. Il voulait voir qui vous étiez vraiment. Il poussa la porte. Henri était assis dans son fauteuil, au fond du couloir. Les bras croisés.
le regard glacé. Bonjour, Frédéric. Tu es vivant? Visiblement. Pourquoi tu as fait ça? Pour savoir si vous m'aimiez. Ou si vous aimiez mon argent. Frédéric ne répondit pas. Il n'avait pas de mots. Il regarda son père, puis Aïssatou, puis ses propres mains. Il n'osa rien dire, se tourna, et sortit. Sophie apprit la vérité par un message vocal. Elle ne se déplaça même pas. Henri n'eut plus jamais de nouvelles d'eux. Il ne chercha pas à les revoir. Il prit un nouveau notaire, rédigea un nouveau testament. Sa fortune, ou ce qu'il en restait, reviendrait à des associations d'aide aux personnes âgées isolées. À Aïssatou, il offrit la maison. Pas par charité. Par gratitude. Vous êtes la seule personne qui ne m'ait jamais rien demandé, dit-il. Je faisais mon travail. Non. Vous faisiez plus. Vous m'écoutiez. C'est rare. Aïssatou accepta, émue. Elle ne s'était jamais imaginée propriétaire. Henri vécut encore 5 ans, tranquille, sans les visites hypocrites, sans les appels du dimanche. Il apprit à jardiner, se remit à lire, et regardait le temps passer depuis son fauteuil, côté jardin. À son enterrement, il n'y eut que quelques anciens collègues et Aïssatou. Ses enfants n'étaient pas là. On raconta qu'ils étaient en procès pour récupérer la maison, mais ils perdirent. La justice leur donna tort. Alors, que retenir de cette histoire? L'amour ne s'achète pas, et l'argent ne vaut jamais les larmes qu'il fait verser. Henri a raté ses enfants. Il le savait. Mais il a eu le courage de ne plus se mentir. Il a choisi la dignité, la vérité, et une paix tardive, mais réelle. Ses enfants ont hérité de la leçon. Mais trop tard. Une vie ne se rattrape pas comme un rendez-vous raté. Henri repose dans le cimetière de son village natal, auprès de sa femme, celle qui ne lui avait jamais menti. Sur sa pierre tombale, aucune mention de sa fortune. Juste son nom, ses dates, et ses mots, il a aimé jusqu'à la fin.